Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de remercier vivement toute l'équipe organisatrice et à sa tête notre grand ami et notre frère, Monsieur le Professeur Ahmed Aziz Bousfiha, pour l'invitation, le choix du sujet et pour cette très belle initiative de réunir tous les Maghrébins. Et j'espère que ça deviendra une routine avec le départ donc de ce congrès maghrébin d'immunopathologie de l'enfant ou des déficits immunitaires. Merci Aziz, tu es un véritable leader dans ce domaine, comme toujours. Alors, je vais vous parler du syndrome lymphoprolifératif auto-immun. Mon exposé est dirigé beaucoup plus vers les plus jeunes parmi nous. Et donc, ce syndrome est lié à un défaut ou une anomalie de la régulation de l'homéostasie lymphocytaire par défaut de l'apoptose. Défaut de l'apoptose lymphocytaire, qu'est-ce que ça veut dire apoptose? En fait, apoptose, c'est un mot d'origine grecque qui veut dire chute des feuilles des arbres en automne. Remarquez que ces feuilles chutent en automne, et c'est tous les automnes, et donc c'est une chute programmée de ces feuilles. L'apoptose en médecine veut dire c'est la mort aussi programmée de la cellule qui est une mort physiologique. Elle est très différente de la mort pathologique qui est constituée par la nécrose cellulaire. Alors, pour ceci, je vais adopter ce plan. Je vais passer très rapidement sur la physiopathologie qui n'est pas bien comprise, une petite note d'épidémiologie, puis je vais insister sur les manifestations cliniques, les anomalies de laboratoire, et puis le diagnostic. Comment on fait le diagnostic? Nous allons voir que ce n'est pas toujours facile. Je passerai rapidement sur les aspects génétiques qui vont être détaillés par le professeur Reda Barbouche, puis je vais insister de nouveau sur le diagnostic différentiel qui, comme on va le voir, il est très important, et enfin, les grands principes du traitement. Pour ce faire, j'ai consulté essentiellement deux grosses cohortes, l'une française de Necker, là, ceci 90 patients, et l'autre américaine de 150 patients et quelques mises au point récentes sur la situation. Donc, si vous voulez, il y a deux principales voies d'apoptose. La voie dite extrinsèque, qui est, l'apoptose ici, elle est induite par des récepteurs de la mort, représentés ici par face, et ce qu'on appelle la voie intrinsèque, où l'apoptose est induite par la mitochondrie. On va s'intéresser donc à la première voie. Et ici, cette molécule FAS, elle possède des domaines extracellulaires, une portion intramembranaire, puis une portion à l'intérieur de la cellule intracytoplasmique qui contient un domaine très particulier appelé domaine de mort. Lorsque FAS se lie à son ligand, il va y avoir un changement conformationnel de ce domaine de mort qui va lui permettre de fixer cette molécule FAD. Et une fois qu'elle est fixée, elle va recruter des procaspases qui vont s'activer et à leur tour, ils vont activer en cascade d'autres caspases dites effectrices qui vont aboutir à l'apoptose. Alors, la physiopathologie, elle n'est pas bien comprise, mais la chose la plus intéressante dans tout cela, c'est que tout ceci, ce défaut d'apoptose, il va aboutir à la formation de cellules T très particulières parce qu'elles expriment le récepteur de type alpha-bêta, mais elles n'expriment absolument pas ni la molécule CD4 ni la molécule CD8. C'est la raison pour laquelle on les appelle cellules double négatives. Ces cellules double négatives, elles vont proliférer, et cette prolifération, elle est responsable de l'apparition des adénopathies, de la splénomégalie, mais elles peuvent aussi proliférer ailleurs. Ensuite, ces cellules double négatives, elles ont un profil très particulier, le type TH2 essentiellement, avec une sécrétion importante d'interleukine 10, ce qui probablement expliquerait l'auto-immunité. Et vous avez là les signes cardinaux, en quelque sorte, de ce fameux syndrome, en ce sens que une lymphoprolifération de l'auto-immunité, avec une augmentation importante des cellules T double négatives, et tout ceci constitue un terrain de prédilection pour le développement de cancers et notamment de lymphomes. Donc, sur le plan épidémiologique,
On dit que c'est une pathologie rare, mais je pense qu'on passe probablement à côté de beaucoup de cas. Quelques 500 cas sont publiés, on estime le nombre aujourd'hui à quelques 1000 cas. Et en Tunisie, comme vous le voyez ici, ça a constitué à peu près 1,7% de tous les déficits immunitaires. Je suis sûr que personnellement, je suis passé à côté de pas mal de cas. Alors, sur le plan clinique, les signes cardinaux, nous avons dit que, tout d'abord, quand est-ce que ça va commencer? Ça va commencer en moyenne vers l'âge de 3 ans, mais il est des formes néonatales, et il est des formes qui vont commencer beaucoup plus tard, jusqu'à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce que ça va donner? C'est avant tout une lymphoprolifération, dite chronique, elle est là depuis pas moins de 6 mois, et elle n'a reçu aucune étiquette, elle n'est pas en tout cas de nature maligne ou infectieuse. Elle est représentée essentiellement par une polyadénopathie et une splénomégalie, deux symptômes quasi constants dans les deux grosses cohortes dont je vous ai parlé. La polyadénopathie, elle est chronique, elle est asymptomatique, et on a l'impression qu'elle tend, dans les deux cohortes là aussi, qu'elle tend à diminuer avec le temps, notamment au cours de la deuxième décade de la vie. En fait, elle a une évolution que j'appellerais moi en accordéon. En quelque sorte, ça gonfle suite à des infections intercurrentes, puis ça diminue, mais grosso modo, vers la deuxième décade, elle va tendre à diminuer nettement. La splénomégalie, elle est importante, elle est chronique elle aussi, elle apparaît précocement, et d'emblée notez son volume. Elle est volumineuse, comme vous le voyez, de telle façon que dans près de 3/4 des cas, elle est associée à un hypersplénisme. Vous imaginez d'emblée que cet hypersplénisme va nous gêner beaucoup, d'autant qu'il y a de l'auto-immunité. Alors, d'autres localisations de cette prolifération, notamment avec une hépatomégalie, et comme je vous ai dit, sur le plan histopathologique, ce sont ces cellules-là, T, double négatives, qui vont envahir ces organes-là. Alors, prise isolément cette lymphoprolifération, elle a un pronostic qui est bon. Elle a un pronostic qui est bon, ça gêne sur le plan esthétique, si vous voulez, mais sinon, elle est pratiquement asymptomatique en dehors des manifestations éventuelles liées à l'hypersplénisme. Le deuxième gros symptôme, c'est l'auto-immunité. Très souvent, cette auto-immunité, elle apparaît un peu plus tardivement. Et si on voit ici la cohorte française, je vous ai dit l'âge des premières manifestations de lymphoprolifération, c'est 3 ans. Vous voyez ici, c'est vers l'âge de 6 ans. Et l'on peut dire que d'une manière générale, les enfants ou les patients chez qui le diagnostic est fait tardivement, la lymphoprolifération va apparaître pratiquement en même temps. Par contre, dans les situations où la lymphoprolifération apparaît tôt, généralement, il y a un décalage de quelques 2 à 3 ans. Ceci est très important. C'est-à-dire, si j'ai un enfant qui a une lymphoprolifération qui n'a pas reçu d'explication, et si même s'il n'a pas d'auto-immunité, il ne faut pas éliminer le diagnostic d'un possible syndrome lymphoprolifératif auto-humain. Notez que d'emblée, pratiquement dans plus de tiers des cas, ces cytopénies ou cette auto-immunité, elle est jugée sévère dans les 2 années qui suivent le diagnostic. Il s'agit d'anémie hémolytique auto-immune, de thrombopénie, de neutropénie. Chez un enfant sur 5, il s'agit de bicytopénie. Les pancytopénies sont plutôt rares. Mais attention, il n'y a pas que les cytopénies. On peut avoir d'autres manifestations d'organes, par exemple, une glomérulonéphrite, une hépatite, une vascularite. Ceci va risque de compliquer la situation. Et imaginez un enfant qui a une splénomégalie ou un sujet, quel que soit son âge. Il a une splénomégalie, il a une polyarthrite, il a une glomérulonéphrite. On risque d'aller vers d'autres situations, d'autant qu'il y a des auto-anticorps, par exemple, là, je pense lupus ou autres situations. Alors, le troisième ordre donc, de symptômes, ou signe cardinal, si vous voulez, de la maladie, c'est ce risque d'évolution vers les lymphomes essentiellement qui concernent le patient et ses parents. Il s'agit avant tout de lymphomes, vous voyez, c'est beaucoup, 18 sur 150 dans la cohorte américaine et 6 sur 90 dans la cohorte française. Il s'agit donc avant tout de Hodgkin avec un risque multiplié par un facteur de 51 à un âge jeune et de lymphome non Hodgkin avec un risque multiplié par 14, mais aussi d'autres cancers peuvent se voir. J'arrive maintenant aux anomalies du laboratoire,
Il s'agit avant tout de cytopénies de nature auto-immune, mais aussi peuvent être liées à la séquestration splénique, test de combus positif, on peut avoir un combus plaquettaire positif, une neutropénie auto-immune. Il y a assez souvent une lymphocytose, notez-le, ça c'est important, avec assez souvent aussi une hyperéosinophilie. Mais peut-être la chose la plus importante, ce sont ces cellules-là, T dites double négatives, qui doivent être détectées par cytométrie, par un biologiste qui a quand même de l'expérience, parce que ça c'est important. Et ces cellules-là, elles ne se voient pas uniquement dans ce syndrome lymphopolyétique. Comme vous le voyez, très souvent dans d'autres maladies, par exemple le lupus, le purpura thrombogénique idiopathique, on peut avoir une petite augmentation, mais généralement ça ne dépasse guère 5%. Et pour la majorité des auteurs, d'ailleurs, lorsque ça dépasse 5%, il s'agit très probablement d'un syndrome lymphoprolifératif. Alors, le phénotype, vous le voyez, elle exprime un tas de protéines, mais peut-être la chose la plus importante, regardez le phénotype. Très peu de production d'IL2, d'interféron gamma, beaucoup de production d'interleukine 10. Autre chose d'important, ces cellules double négatives, elles ne sont pas, leur proportion, leur pourcentage n'est pas du tout corrélé à la sévérité de la clinique. L'origine est débattue peut-être des cellules CD8. Le test, maintenant, il s'agit d'un défaut d'apoptose. Si Barbouche va vous parler tout à l'heure en détail de cela, mais sachez que c'est constitué le gold standard pour le diagnostic avant. Et c'est un test, comme vous voyez, on va prendre les lymphocytes, on va les stimuler par la PHA, de l'interleukine 2, on va le laisser en culture, puis par la suite, on va mettre un peu d'antiphase pour provoquer l'apoptose. C'est facile à dire, mais en pratique, c'est un test laborieux, coûteux, il nécessite plusieurs contrôles et il est donc réservé pratiquement à quelques laboratoires. Il peut être normal dans des situations de mutation de type somatique, ici les ALPS S-phase, mais aussi dans les situations de mutation de phase ligand, puisque en quelque sorte on va court-circuiter le phase ligand pour donner directement un antiphase. Et sachez aussi que on peut avoir un défaut d'apoptose dans d'autres situations qui ne sont pas l'ALPS. Par exemple, le fameux lupus, diabète ou autre. Alors, ça, c'est un signe extrêmement important. C'est ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est de l'interleukine dissoluble, l'IL-18, le phase ligand. Et retenez quelque chose qui nous intéresse, nous maghrébins, puisque assez souvent on ne dose pas ces biomarqueurs, la vitamine B12. La vitamine B12, et sachez que ces marqueurs, eux ou les autres signes que je viens de citer, pris isolément, n'ont pas beaucoup de valeur. Regardez ici, lorsque je prends un de ces éléments-là, généralement la probabilité d'avoir une mutation du gène FAS et donc un ALPS lié à FAS est faible. Par contre, si j'ai une augmentation de ces doubles négatifs de plus de 4% associée à une augmentation de n'importe quel ces marqueurs, retenez la vitamine B12, j'ai pratiquement plus de 95% de chances d'avoir une mutation au niveau du gène FAS et donc un ALPS pratiquement certain. À l'inverse, si je n'ai pas cela, si j'ai peu de cellules double négatives et une vitamine B12 ou les autres marqueurs qui ne sont pas augmentés, j'ai très peu de chances d'avoir une mutation du gène FAS. Les autres éléments, ils sont importants, c'est l'hypergamma-globulinémie. On va parler tout à l'heure du diagnostic différentiel, notamment avec la DICV. Et là, c'est important, mais notez aussi qu'il y a souvent une diminution des IgM. Ceci est à noter. C'est à noter, il y a une diminution des cellules B mémoire, une diminution de la réponse des lymphocytes B vis-à-vis des antigènes polysaccharidiques. N'oubliez pas que nous avons un enfant qui fait de l'auto-immunité sévère, qui a un hypersplénisme. Si on va lui couper la rate, regardez la conséquence, il y a un déficit B qui lui est associé. Donc il faut penser 10 fois avant de faire ce geste-là. Je reviendrai tout à l'heure sur cela. Les autres, il y a des auto-anticorps de toutes sortes, des antiplaquettes, anti-rouges, anti-facteurs rhématoïdes, antinucléaires, etc.
Ensuite, l'expression de CD95, elle peut être tout à fait normale, Dr Barbouche va en parler tout à l'heure, et ça n'élimine absolument pas le diagnostic, sinon il y a d'autres marqueurs sur lesquels je passe, des fonctions normales du neutrophile, le complément, les proliférations vis-à-vis de mitogènes et d'antigènes, la réponse T vis-à-vis des antigènes protéiques et activité NK et CTL sont tout à fait normal. Sur le plan histopathologique, l'histopathologie, elle est intéressante surtout pour faire la différence entre lymphome et syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité. Alors, le diagnostic. Alors, il y a eu plusieurs comités d'experts. Avant cette date-là, 2009, 10 ans avant, on a réuni un comité d'experts pour établir ces critères. Ils étaient révisés en 10 ans plus tard, en 2009. Alors, il y a deux critères absolument indispensables. Sans eux, on ne peut pas parler de diagnostic. C'est un, avoir cette lymphoprolifération chronique, une grosse strate des ganglions. Ça, c'est obligatoire, depuis pas moins de 6 mois, et pour lesquels je n'ai pas pu mettre une étiquette. Deuxième ordre de symptômes absolument indispensable, c'est ces fameuses cellules T double négatives. Je dois absolument avoir cela. Ensuite, si j'ai un défaut de l'apoptose, difficile dans nos contrées, sinon si j'ai une mutation génétique, ça pourrait être difficile aussi, là mon diagnostic est certain. Si je n'ai ni l'un ni l'autre, et pourtant j'ai ces deux-là, avec une augmentation, par exemple, de ces biomarqueurs tels que la vitamine B12, ou bien ces cytopénies auto-immunes, ou bien une histoire familiale, des données histopathologiques, la présence des premiers symptômes, une splénomégalie chronique, adénopathie, élévation double négative, et un ou plusieurs de ces signes-là, va me dire que c'est un ALPS plutôt probable. Et sur le plan pratique, c'est très important. La prise en charge, elle est la même. Mais ça va nous orienter par la suite, à nous pousser à faire notamment l'étude génétique, on va voir son intérêt. Justement, sur le plan génétique, nous avons dit que la voie qui nous intéresse, c'est celle de face. Donc ce sont ces trois gènes qui nous intéressent avant tout, et notamment c'est celui-là. Notamment je l'ai mis en gros, ce gène face, mais aussi face ligand et caspase 10. Et l'on peut dire grosso modo qu'une mutation en variant, si vous voulez, est trouvée dans à peu près 3/4 des cas. 3/4 des cas dans l'un ou l'autre de ces gènes-là, mais dominance, si vous voulez, ici au niveau de ce gène face, il s'agit de mutation germinale. Donc, à peu près les 2/3 des cas. Beaucoup plus rarement, il peut s'agir de mutation somatique. Plus rarement, c'est la gène de la caspase 10 et beaucoup plus rarement de face ligand. Mais il manque quelques 20 à 30% où on n'a rien. Il n'y a pas de mutation établie jusqu'à ce jour. Il y a un algorithme, Dr Barbouche va le détailler tout à l'heure. Si vous voulez, nous avons une polyadénopathie ou une splénomégalie, des doubles négatives. On va commencer cette étude génétique et puis on va commencer par rechercher cette mutation en face sur des cellules non triées. Si tel est le cas, on va parler d'ALPS face. Si ce n'est pas le cas, on va travailler sur des cellules triées, c'est-à-dire ces cellules doubles négatives. Si tel est le cas, il s'agit de mutations somatiques, une sorte de mosaïque, et on appellera ça ALPS S-face. S'il n'est pas une mutation germinale ni somatique, on va passer à la caspase 10, on va chercher surtout des mutations germinales pour parler d'ALPS casp 10, si vous voulez. Ensuite, c'est le ligand. Si je n'ai pas de mutation ni sur l'un ni sur l'autre, dans cette situation, je serai dans l'obligation de faire étudier l'apoptose. Parce que si tel est le cas, je n'ai pas de mutation sur l'ensemble de ces gènes, j'ai un défaut d'apoptose, c'est ce que nous allons appeler désormais un ALPS U pour unknown, inconnu. L'anomalie génétique n'a pas pu être définie. Voici donc la nouvelle classification. Pour gagner du temps, je laisserai cela à Dr Barbouche pour le détailler. Est-ce qu'il y a une corrélation génotype-phénotype clinique? Il n'y en a absolument pas. Si vous avez des mutations en extracellulaire entière ou bien en intracellulaire, il semble que ces enfants-là, ils auront le même phénotype. Tout au plus, lorsque vous avez une atteinte de ce domaine de mort, il y a beaucoup plus de risques de développer un lymphome.
Et peut-être sur le plan, ce défaut de l'apoptose, il est beaucoup moins défectueux dans des mutations qui touchent ces domaines extracellulaires. Il n'y a pas de corrélation génotype-phénotype clinique, mais il y a une corrélation extraordinaire entre donc, ces mutations-là et la pénétrance. Lorsque vous avez des mutations en extracellulaire, là, la pénétrance, elle est faible. Elle n'est que de 20 à 30%. Et on expliquerait ça par une haploinsuffisance. Faute de temps, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, pour les gens qui ont oublié un tout petit peu en génétique, qu'est-ce que ça veut dire, tout à l'heure cela. Ensuite, si par contre vous avez une mutation plutôt à l'intérieur, là, la pénétrance, elle est importante. Et on explique cela par un effet dominant négatif. Alors, donc, malgré une mutation parfois, on n'a pas une pénétrance à 100%. En fait, il faut différencier entre phénotype cellulaire et phénotype clinique. Sur le plan cellulaire, tout le monde, celui qui a une mutation hétérozygote ALPS, il a son défaut d'apoptose. Donc la pénétrance cellulaire est de 100%, mais le phénotype clinique, non. Il dépend certes, comme nous venons de voir, de la localisation de la mutation, mais il y a certainement d'autres facteurs à rechercher. Alors, le diagnostic différentiel, effectivement, énormément de maladies. Énormément de maladies qui englobent de façon plus ou moins associée tous ces symptômes-là. Je commencerai par ce qu'on appelle les ALPS-like disorders, c'est-à-dire ils ressemblent tellement à des ALPS, mais qui ne sont pas des ALPS. Cette maladie depuis longtemps, qu'on appelle DALD ou dianzane auto-immune lymphopolyréductive. Mais sachez qu'il n'y a pas d'augmentation de ces cellules double négatives. Peut-être celle-là, parce que auparavant, c'était classé comme un ALPS type 4. Ce sont des mutations essentiellement au niveau du gène NRAS, puis plus récemment KRAS. Ce sont des enfants qui se prennent d'entre vous, peut-être qu'ils sont adressés en hématologie pédiatrique, parce que, avec le diagnostic de leucémie myélomonocytaire juvénile, ils ressemblent en tout point avec monocytose, hyperleucocytose, et là, il y a un défaut d'apoptose, il y a une élévation des doubles négatifs, donc il faut absolument se méfier de ce diagnostic. Déficit en caspase-8, c'est un véritable déficit immunitaire, mais il y a la lymphoadénopathie et il n'y a pas d'auto-immunité. Ensuite, cette protéine FAD qui s'associe au domaine de mort, en cas de déficit, remarquez, il n'y a pas de lymphoprolifération, il n'y a pas d'auto-immunité, mais bien sûr, vous avez un défaut marqué de l'apoptose. Enfin, ce qui vient d'être décrit récemment, c'est de déficit en protéine kinase C de type delta qui intervient au niveau de l'homéostasie lymphocytaire B. Et donc, ça explique la très forte auto-immunité qu'ont ces enfants-là, avec un défaut d'apoptose et des infections récurrentes. Ensuite, il y a le deuxième groupe, c'est ces déficits immunitaires qui sont compliqués d'emblée par une lymphoprolifération, de l'auto-immunité, éventuellement un lymphome, où ils vont se compliquer un jour. Et là, vous avez un joli exposé ce matin sur le déficit immunitaire comme variable, sur lequel je ne reviendrai pas. Mais c'est un diagnostic qu'il faudra absolument éliminer. Et là, bien sûr, l'hypogamma-globulinémie va vous aider. Et d'une manière générale, ce sont surtout les formes où il y a des lymphocytes B, abstraction faite des B-mémoires, qui font le plus, si vous voulez, qui ressemblent le plus à ces malades-là avec une lymphoprolifération et de l'auto-immunité. L'hyper-IgM, nous avons vu une observation ce matin avec une lymphoprolifération, et je suis d'accord pour le diagnostic probable d'un hyper-IgM type 2 avec un déficit en aide, mais aussi les types 1 avec donc un défaut du ligand de CD40 peuvent donner un tableau clinique similaire. Là, l'XLP, au syndrome lymphoprolifératif lié à l'X, et notamment les formes de type 1, c'est-à-dire avec une atteinte du SAP ou du GNSH2, D1A, ce sont des enfants qui ont fait une mononucléose infectieuse gravissime, sévère, souvent fatale. Plus de 90% de ces enfants meurent. Un tiers des surveillants ou ceux qui n'ont pas encore contracté le BV font une hypogamma-globulinémie et l'autre tiers fait de la lymphoprolifération. Donc, c'est un diagnostic, je pense, à éliminer. D'autres diagnostics dans la littérature, vous allez trouver, mais je vais insister peut-être sur ce syndrome, le syndrome d'Evans, qui depuis 1951. Là, attention, et je pense que pour nous, c'est une belle porte d'entrée pour recruter des syndromes lymphoprolifératifs auto-immunes. Regardez cette étude, elle est belle, elle me plaît. 45 enfants dans 22 institutions américaines.
Et là, on s'est mis à rechercher ces doubles négatives et tester l'apoptose. Et là, la moitié de ces enfants jugés jusque-là comme un syndrome d'Evans se sont avérés en fait des ALPS. Et donc, une astuce très très importante. Regardez ici, lorsque vous avez un taux de ces doubles négatifs de moins de 2,5%, tout est en clair. Il n'y a pas de défaut d'apoptose, il n'y a pas d'ALPS. Par contre, à chaque fois que vous avez ce taux au-dessus de 50, un seul qui a échappé à la règle ici, ce sont tous des ALPS. Et donc, là, c'est un excellent marqueur. Vous avez donc un Evans, vous vous en foutez de la lymphoprolifération si elle n'est pas là, si vous voulez, et cherchez le double négatif, il s'agit très probablement, donc dans la moitié des cas du moins, d'un ALPS. Puis, le lupus, il peut simuler en tout point, et d'autres maladies peuvent simuler, je passerai. Alors, les grands principes du traitement. Nous avons une lymphoprolifération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan esthétique, elle est dégueulasse. Un enfant avec un gros ventre, il a des ganglions qui font saillir au niveau des dents. Mais sachez que, en dehors de l'aspect esthétique, on ne fait pas grand-chose. Et cette lymphoprolifération, surtout, il faut la surveiller parce qu'on a dit, on a vu le risque de transformation maligne. La surveiller sur le plan clinique, s'il y a de nouvelles adénopathies qui apparaissent, si ça augmente, s'il y a des signes tels que sueur nocturne, de la fièvre, un amaigrissement, eh bien, oui, surveiller aussi avec des scanners, ou mieux, avec des PET scans. Et biopsier chaque fois que vous avez un doute, tout au plus pour la splenomégalie. Pour les enfants très actifs, on peut mettre, par exemple, une protection sur le ventre. Sachez aussi que les corticoïdes et les immunosuppresseurs tels que Humurel, cyclosporine, ne font pas grand-chose sur la lymphoprolifération, ne vont pas la faire diminuer, et que seul ce médicament, cet inhibiteur de mTOR, le sérolumus, qui agit sur la lymphoprolifération. Mais la lymphoprolifération n'est pas une indication à ce médicament. On l'indique pour l'auto-immunité, c'est ce que je vais détailler tout à l'heure. Mais pour la lymphoprolifération seule, non. C'est-à-dire que s'il y a de l'auto-immunité sévère, dans cette situation, sachez qu'il va en outre faire diminuer la lymphoprolifération. Dans de rares cas aussi, on a pu utiliser l'endoxon, le sérum anti-lymphocytaire, etc. Alors, la splénectomie, plus que de la moitié des malades, parfois même, avant même le diagnostic d'ALPS, ont été splénectomisés. Et c'est une catastrophe. Actuellement, elle est totalement découragée, la splénectomie. Pourquoi? Parce que ça ne protège pas. 60% de récurrence. Vous agissez pour l'auto-immunité, ça ne marche pas. Ça va revenir. Et surtout, regardez, transplénectomie, 30% d'infection. C'est-à-dire 4 décès, un équerre. Je ne sais pas chez nous, ça va convaincre combien. Aux États-Unis, 41% d'infections graves. 7 décès, c'est énorme. Donc il faut absolument ne pas faire cette splénectomie, d'autant que ce sont ces malades-là, je vous ai dit qu'ils ont peut-être un déficit en IgM, ils ont des mémoires qui sont dégueulasses, ils ne savent pas répondre vis-à-vis des antigènes polysaccharidiques, et donc tous va faire contre-indiquer, ou disons que laisser cet acte-là au dernier recours. Pour les cytopénies, il y a aussi plusieurs comités d'experts, donc il y a cet algorithme, je l'ai traduit, et vous l'avez dans le résumé que j'ai donné à mon ami Aziz, donc vous l'avez dans le bouquin des résumés, en français, et donc grosso modo, on va commencer par une corticothérapie, 1-2 mg kg, on peut augmenter à 5-10 ou même à 30. S'il y a une anémie auto-immune, il paraît que les hémoglobines dans le monde permettent les transfusions notamment. C'est la première ligne thérapeutique, c'est la corticothérapie. Si ça ne marche pas, ou s'il y a une corticodépendance à forte dose, la deuxième ligne est constituée par le mycophénolate mofetil, ou MMF, ou Cellcept, c'est la deuxième ligne. Si vous voulez, on va le donner de façon avec les corticoïdes pendant 2-3 semaines, puis par la suite, sachez que c'est parti pour plusieurs mois. Donc il faut absolument peser l'indication avant de démarrer ce type de traitement. La troisième ligne thérapeutique, elle est constituée par ce médicament, le sérolumus, si dans les situations où le MMF ne marche pas. Mais il y a un grand mais, et j'insisterai énormément pour cela, il faut absolument mesurer le bénéfice. Si j'ai des cytopénies que j'arriverai à gérer par d'autres moyens, il ne faut pas recourir à ces médicaments. Ils sont lourds, sont difficiles à gérer. Pour beaucoup, il faut doser dans le sang. Moi, nous avons en Tunis une belle expérience avec ces médicaments. C'est très, très difficile à gérer. Et donc, il faut toujours savoir mesurer le bénéfice de ces gestes-là. Je termine l'utilisation du rituximab.
c'est la 4e ou même la 5e ligne, il n'est pas bien conseillé parce que ça ne donne pas de bons résultats. Et deuxièmement, ça va donc entraîner un déficit B. Et déjà, nous avons vu qu'il y a un déficit B, donc il est décalé vers la 4e ou 5e rang. La splénectomie, vraiment, si je suis dos au mur dans cette situation-là, je peux la faire. Si j'ai une neutropénie qui m'embête, je peux utiliser le GCSF. D'autres médicaments sont aujourd'hui à laisser. Je passe la greffe. Très peu de cas, mais je dirais que si je suis face à une situation que je n'arrive pas à gérer, ou que j'arrive à gérer, mais au prix d'une immunosuppression majeure, par elle-même grave, et s'il y a un donneur, je ferai donc la greffe, en sachant que nous avons vu la pénétrance, il faut absolument rechercher un ALPS chez le frère ou la sœur donneuse. Enfin, le conseil génétique, il est excessivement important, parce que nous avons vu là aussi la pénétrance, et donc le papa ou la maman donc, peut ne pas avoir la maladie, peut avoir des symptômes, peut faire un cancer, kiff, la fratrie, 50%, il s'agit de maladies autosomiques dominantes, et donc peuvent ne pas avoir la maladie, surtout la maladie en apparence, si vous voulez, sinon ils peuvent développer aussi des cancers. Alors le pronostic, il dépend de la sévérité de l'auto-immunité avant tout, de l'hyperspinisme qui s'y associe, le développement d'un lymphome, les mutations, je vous ai dit, dans ces domaines intracellulaires avec qui risque lymphome, mais d'une manière générale, c'est une maladie bénigne tout de même. On arrive à gérer ces patients et regardez, la survie est estimée à 85% à 50 ans. Ce n'est pas très différent donc, des sujets normaux. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas s'acharner trop parfois à traiter certains symptômes. Pour conclure, je dirais que c'est une pathologie rare, mais on va se mettre à la rechercher. Le diagnostic, donc, en cas d'adénopathie, de splénomégalie, peuvent être isolés au départ, et s'y associer ensuite de l'auto-immunité. L'apport de l'immunologie, donc, j'ai laissé en français, je ne me suis pas aperçu. Donc, l'apport de l'immunologie, c'est double négatif, et des dosages des biomarqueurs et de l'étude génétique, il est vraiment indéniable. Sur le plan du traitement, donc, peser bien les indications et avoir donc une stratégie dans ce traitement en privilégiant initialement la corticothérapie. La surveillance, elle est très importante parce qu'en définitive, ces enfants-là, leur problème, c'est qu'ils peuvent faire un cancer. Je vous remercie vivement de votre attention.